Donc, notre premier conférencier, le Dr Bruera, ça me fait vraiment plaisir de le recevoir. J'ai de la misère à le croire, mais on s'est connus en 1998 quand j'ai eu la chance d'essayer de l'écouter, d'avoir de la formation. Les choses se sont développées. Le Dr Bruera a continué à être un grand mentor à différents moments, dans les congrès, dans les conférences et par ses écrits, ses rencontres au cours des 20 dernières années. Dr Eduardo Bruera a obtenu son doctorat en médecine à l'Université de Rosario en Argentine avec une spécialité en oncologie. De 1984 à 1999, il a dirigé les programmes cliniques et académiques de soins palliatifs à l'Université d'Alberta à Edmonton. Depuis 1999, il a rejoint le MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas. Il est professeur de médecine au département de médecine palliative, de réhabilitation et intégrative, division de médecine sur le cancer du même centre de recherche. Également, il fut le directeur médical d'Outpatient Supportive Care Center jusqu'en 2018 pour une durée totale de 15 ans. Son intérêt clinique principal est le soutien physique et psychologique des patients souffrant d'un cancer avancé et le support de leur famille. Il a établi et dirigé les opérations des 5 premières années du Edmonton Regional Palliative Care Program. Ce programme unique donne accès à des soins palliatifs à plus de 80% des patients qui meurent de cancer avancé dans la région d'Edmonton. Dr Bruera est intéressé par le développement des programmes en soins palliatifs et il a aidé à l'établissement de nombreux programmes dans diverses régions du monde, ne serait-ce qu'en Amérique latine, en Europe et en Inde. Il a formé des centaines de médecins, infirmières et autres professionnels de la santé sur les différents aspects cliniques et la façon de prodiguer les soins à ces patients. Il a également à son actif plus de 900 conférences, plus d'une trentaine de livres et ses publications scientifiques se chiffrent à plus de 1000. Plusieurs prix et honneurs lui ont été décernés tant aux États-Unis qu'au Canada. Donc, il me fait plaisir de recevoir le Dr Bruera. Merci beaucoup, Bruno, pour cette excellente introduction que j'ai écrite pour toi il y a 15 minutes. Je suis heureux d'être ici avec vous. Et d'abord, je dois demander votre patience avec mon français parce que j'ai appris, surtout à l'écoute de Radio-Canada, quand j'ai travaillé à Edmonton, j'ai connu la ville de Montréal dans le 86 et j'ai tombé amoureux avec toute la culture québécoise et j'ai appris qu'il y avait une petite pourcentage de patients franco-albertains qui avait maladie, avait souffrance et qu'il était mon devoir comme Canadien de le traiter dans leur langue. Donc j'ai commencé à apprendre un peu avec la cassette quand j'ai été à travailler et la Radio-Canada. Je dois vous dire une confession, je n'ai pas jamais reçu une seule leçon de français. Donc je vous demande la patience, mais en fait les choses j'ai perdu beaucoup de mon français pour une quantité d'années après déménager vers les États-Unis. Mais j'ai fait une découverte miraculeuse. Il y a 2 années, j'ai acheté une voiture et la voiture avait 2 années de la radio satellitale, la Sirius. Et ça me permettait de rencontrer la première Radio-Canada. Donc, chaque matin, quand je vais travailler, quand je rentre chez moi, j'écoute la première Radio-Canada. Donc, je connais meilleur la circulation et la météo de Montréal de ce qui arrive chez moi. Et ma femme me demande toujours, qu'est-ce qui arrive? Je ne sais pas, je te peux dire qui arrive avec M. Legault, Mme Plante, etc., etc. Donc je suis heureux d'être ici. Et mon défi est de discuter un peu le défi que nous rencontrons avec ces patients. Et ces patients avaient
cancer du poumon, était traité par nous à Edmonton avec de la douleur, de la cachexie, de la fatigue, de la dépression, de l'angoisse et bien sûr un commencement de faillite cognitive. Et tout ça nous arrive ensemble. Pas seulement quand nous avons cancer, quand nous avons HIV, quand nous avons insuffisance cardiaque, de foie, de reins. Donc il y a une quantité de problèmes qui arrivent ensemble. Et nous avons appris que la souffrance a lieu dans le cerveau et que la maladie pourrait être le cancer ou l'infection, etc., parle avec le cerveau, avec le nerf somatique autonome, avec des produits toxiques ou même avec la réaction immunitaire. Et ça nous donne une quantité de symptômes que j'ai passé beaucoup d'années à étudier chacun individuellement. Et jusqu'à j'ai appris qu'en fait, il arrive tout ensemble parce que la pathophysiologie est similaire pour tous ces divers symptômes. Nous soulageons la souffrance. C'est notre métier. Notre métier est comment aider aux patients à améliorer la souffrance. Et nous avons conçu ce concept de priorité d'urgence, importance. Le niveau rouge est surtout physique et l'orange sont les deux à niveau biomédical, on dirait. Et les autres deux sont à niveau psychosocio-spirituel. Et sont deux univers très divers. Ici, on doit suivre surtout la littérature médicale. Ici, la décision est surtout sur des échantillons cliniques, études randomisées, etc. Ici, il est beaucoup plus important la décision et le traitement contextuel. Et ce sont deux méthodes de décision que nous, en soins palliatifs, devons faire toutes les journées. Parce que ces problèmes ici ont influence sur l'intensité et la sévérité des lésions rouges et les lésions oranges. Malheureusement, la médecine et beaucoup des autres professions comme l'infirmière, etc., n'ont pas l'accès à l'éducation sur ça. Même toujours dans la majorité des pays, pour améliorer la souffrance, nous parlons des équipes interdisciplinaires et bien sûr, ça a besoin de structures. Ce n'est pas possible chez les patients. Ce n'est pas possible dans quelques lieux de traitement clinique. Mais c'est vraiment possible à niveau universitaire, à niveau des grands hôpitaux, et malheureusement là-bas est où il manque beaucoup de développer. On a appris que les soins palliatifs avaient un rôle surtout dans la maladie avancée, mais les soins de soutien proposer aux patients une quantité de mesures pour améliorer la souffrance beaucoup plus tôt qu'auparavant. Donc, il y a eu un développement chronologique d'être très proche de la mort, très proche du décès, un peu plus tôt, mais maintenant beaucoup plus tôt parce que la souffrance ne commence pas dans les dernières journées de vie. L'équipe de soins palliatifs ambulatoires, c'est pas récent en fait. C'est l'équipe que nous avions il y a 3-4 mois, comme vous voulez ici. C'est une équipe que nous avions à Edmonton dans les années 80. Donc, quand on parle d'intégration ambulatoire, etc., en fait, c'est une création qui n'est pas reconnue, mais c'est une création canadienne. C'est une création qui a évolue vers l'ambulatoire des soins qui n'existaient pas. Et en fait, je dois vous dire que les études randomisées contrôlées qui ont été faites par Jennifer Temmel ont été faites avec un ambulatoire de soins palliatifs qui a été créé à Massachusetts General Hospital après une visite qu'ils ont faite à Edmonton. Ils ont appris comme nous faisions les soins palliatifs là-bas, ils ont apporté ça à Massachusetts General, et là où la Jennifer Temmel a fait son travail.
Donc, quand on traite les patients, il y a morbidité. Je peux vous parler de cancer parce que ça, c'est mon métier surtout est cancer. Du cancer, des effets du traitement et des effets psychosociaux. Donc, il y a une quantité de choses qui arrivent ensemble. Notre défi est vraiment éclairer quels sont les divers contributeurs. Nous faisons à Houston le ISAS. Ça, ce que nous faisons, et c'est probablement le plus utilisé, et a des avantages, surtout gratuits. Ça permettait un peu de l'utiliser globalement, on dirait, mais surtout, il peut être complété très très vite. C'est très simple. Et pour nous, il est très important de permettre à M. Paré de nous dire l'histoire avec les symptômes. Et en fait, on a découvert que si on fait les ISAS, la souffrance améliore simplement pour demander aux patients les diverses dimensions de la souffrance. Donc, pour nous, ce n'est pas simplement évaluation. Le ISAS est traitement. Quand le patient, quand le médecin ou le fellow dit « je n'ai pas le temps », je lui dis « rentrez », le fait parce que c'est partie de votre traitement de demander ces choses. La contribution à diverses dimensions des ISAS n'est pas seulement le cancer ou la thérapie, mais il y a des autres contributeurs importants et nous devons, pour cette raison, pratiquer un contexte. Ce sont des contributions à la maladie et comme résultat de cette interaction de toutes ces dimensions, on va changer les médicaments, on va faire des procédures, etc. Il y a une complexité importante dans la souffrance. Et je ne comprends pas pourquoi, dans le contexte biomédical, on fait l'oncologie qui est bien structurée, ou la cardiologie, ou la pneumonologie, et on fait ça dans le contexte d'un grand hôpital universitaire. Et quand la souffrance est épouvantable, on dit allez chez vous, allez à la communauté, allez à soins continus, etc. La vérité est que toutes ces équipes interdisciplinaires qui font le cancer, le sida, la maladie rénale, sont complètement ignorantes pour améliorer la souffrance. Alors, pour que dire aux patients, allez chez vous avec tout bagage de souffrance? Le défi est vraiment d'améliorer la souffrance, pas seulement avec la interdisciplinarité, mais aussi avec la connaissance. Quels sont les contenus qui fonctionnent, quels sont les contenus qui ne fonctionnent pas, pour ne pas les répéter. Ces patients avaient besoin de 2000 mg de morphine par jour pour cette tumeur. Ces patients avaient besoin d'un peu de codéine. Ça a été tout. Le même tumeur, la même localisation, le même mécanisme de la douleur, le dosage était presque 2000 fois plus élevé pour un patient que l'autre. Il y a des choses qui arrivent quand nous avons de la douleur, locaux, une quantité de changements locaux, mais aussi il y a une communication chez où la douleur arrive, la moelle épinière, et après ça, la projection vers le cerveau à divers niveaux. Donc, il y a perception de la sensation qui a été produite dans la périphérie. En fait, on a appris que la douleur n'est pas tellement électrique. Ça veut dire qu'il y a nociception, mais après le corps dorsal, il y a afférence vers le cortex somatosensorial où je peux vous dire la douleur est 8 ou 7. Mais aussi la souffrance émotionnelle. Ça me fait mal à niveau limbique.
ça me réveille, ça ne me permet pas de dormir. En fait, quand le patient est comateux, c'est que j'arrive et je commence à produire un peu de la douleur pour voir si je peux stimuler au système réticulaire et réveiller le patient. Et aussi, il y a afférence à la cortex préfrontale. Je dois parler avec le docteur, ça pourrait être à retourner le cancer, etc. Donc, l'afférence nociceptive n'est pas ce qu'on avait considéré auparavant, que c'était simplement ça. Il y a une quantité d'afférences diverses. Ce patient nous a dit que c'était l'intensité des symptômes jour 1 et jour 8, on voit les symptômes ont tombé. Ce patient est mort bien, avec bon contrôle de la douleur, des symptômes. Ce patient est mort avec pauvre contrôle des symptômes. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir fait avec les diverses dimensions de la souffrance? Pourquoi mesurer? Parce que si je demande à M. Paré, lui me dit 2 symptômes, si je fais évaluation systématique, je retrouve 8. On peut comparer et aussi on peut s'assurer de la qualité. Je vais vous montrer un patient qui est mort pas bien. Et on permet le message du patient être dans la caractère clinique. Pas ma opinion, mais en fait, ce que le patient pense. Pourquoi est-ce qu'on doit demander aux patients? C'est l'évaluation qu'on a fait avec 122 patients. Le patient, c'est ici, là-bas. Les autres 2 sont l'infirmière et le médecin. Et en fait, l'infirmière et le médecin ne font la même évaluation d'intensité que le patient la même journée. Au même temps, ils font une évaluation diverse. Ce patient nous est arrivé avec cette intensité des symptômes. Une semaine plus tard, c'est l'intensité, mais je vous demande de regarder la date. C'était en fait après une semaine de soins palliatifs. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour causer ces symptômes? La première chose que j'ai dévoilée, ça n'était pas moi, j'étais en vacances quand le patient est arrivé. Mais en fait, ça veut dire que la souffrance, l'expression de la souffrance a beaucoup d'éléments qui ne sont pas seulement la pathophysiologie. On ne peut pas mesurer la production de la douleur à niveau des tumeurs, de la nausée à niveau de l'estomac, de la dyspnée à niveau des poumons. Malheureusement, maintenant, ça ne peut pas être mesuré. Aussi, il y a des facteurs qui vont moduler la perception à niveau de mon cerveau. À la fin, ce qu'on traite est l'expression. Et il y a des facteurs contribuant à la production, à la perception et à la fin à l'expression que le patient me donne. Pour cette raison, toujours, chaque symptôme de mon patient est multidimensionnel. Il n'y a pas jamais une situation unidimensionnelle. Et tous ces facteurs que vous voyez ici peuvent influencer l'intensité quand M. Paré me dit que l'intensité est 10. Ces 2 patients, le patient numéro 1 avec intensité de 8 sur 10, a une contribution de nociception que la majorité de ces patients va aller très très bien avec analgésique. Chaque analgésique que vous utilisez va aller très bien. L'autre patient a la même intensité de douleur, mais l'analgésique ne va fonctionner tellement bien parce qu'il y a des contributions qui ne sont pas purement la nociception. Mais les choses quelquefois tombent ridicules. Et c'est le National Comprehensive Cancer Network qui dit douleur plus de 7, c'est une urgence médicale. Vous devrez dire au patient, je vais vous insérer l'endoveineuse, vous devez aller à la salle d'urgence, etc., etc. Madame, votre intensité est 8. Je dois vous envoyer à la salle d'urgence, commencer médication endoveineuse. Le patient me dit, docteur, mais je dois prendre les enfants de l'école, je dois aller payer quelque chose, et ça va bien avec vous si je fais tout ça, et je vous rencontre dans les prochains 3 à 4 jours à la salle d'urgence.
parce que l'intensité est l'intensité qui nous donne le patient et on ne peut pas jamais ces nombres, ces numéros utiliser comme si ça serait la production des symptômes. Le numéro est, par exemple, important pour la diabète. Quand vous avez la glucose et vous dites, je vais vous donner l'insuline, le dosage des médicaments basé sur ce numéro, parce que ce numéro reflète la pathophysiologie. Ou même la pression artérielle du patient, parce que ça vous permet de donner le bêta-bloquant basé sur ces numéros. Les numéros, quand le patient nous exprime la douleur, la nausée, la fatigue, l'angoisse, ces numéros n'est pas jamais unidimensionnel, et pas jamais une expression de la pathophysiologie. Mais le médecin a utilisé des concepts biomédicaux pour établir un rôle pour ce numéro qui ne fait pas aucun sens. Ils ont appris, après ça, ils ont changé un peu. La même chose arrive avec la fatigue. Dans le patient numéro 1, un traitement antidépressif va fonctionner très très bien. Le patient numéro 2 ne va fonctionner du tout. L'intensité était la même pour la fatigue. Quand le patient arrive et me dit « j'ai plus de la douleur », pourrait être qu'il y a des facteurs liés au cancer, une quantité de choses, mais aussi il pourrait être des facteurs liés au patient. Rien n'est changé avec les tumeurs, mais beaucoup est changé avec les patients. Et pour faire l'évaluation, je dois toujours considérer tous ces facteurs. Il y a 5 caractéristiques des mauvais prognoses. 2 sont pathophysiologiques et 3 sont pas pathophysiologiques. Sont vraiment liés au qu'est-ce que le patient a même. Les 2 mécanismes des douleurs qui sont plus problématiques sont neuropathiques et incidentales. Et les 3 mécanismes pour lesquels M. Paré me dit aujourd'hui que l'intensité est 8 ou 9 sont la première désinhibition liée au délirium. Je perds le GABA. 80% de mon cerveau en fait est GABA. Ça veut m'éviter de dire ou faire des choses stupides. Par exemple, GABA devrait me prévenir d'essayer de vous parler en français, mais ça n'a pas fonctionné avec moi. La deuxième est le chemical coping, qui est vraiment le besoin du patient de recevoir pour la dysphorie l'opioïde ou le médicament demande avec l'expression. Et la troisième est ce que la Cicely Saunders appelait la douleur totale, l'expression physique de la souffrance psychosociale. Et dans le premier contexte, on a fait cette étude il y a beaucoup d'années, les patients ont consenti et après on a retrouvé que 20% étaient profondément délireux. Et la première chose qu'on s'est demandé, c'est qu'est-ce qu'ils ont consenti. Mais une chose qu'on a appris, est-ce qu'on n'avait pas jamais soupçonné que ces patients étaient délireux. Parce que si on avait soupçonné, on ne l'avait jamais proposé de participer dans l'étude. Donc on a appris qu'on avait un problème avec la diagnose quand le patient avait une apparence complètement normale. On a demandé au comité d'éthique, écoute, nous devons faire le mini-mental, un test avant de proposer une étude. Et le comité d'éthique, comme vous connaissez bien, il s'asseye, quelques fument la pipe, en philosophie, ils sont se réunis pour 3-4 mois. Et après ça, ils me sont appelés Brera. Venez avec nous, nous avons une solution. Oh, excellent. Quelle est la solution? Vous devez présenter un consenti informé pour faire le mini-mental, pour après ça présenter un consenti informé pour performer. Écoute, c'est confusif pour moi aussi. Donc, on a décidé de continuer à faire les choses et, bien sûr, pas inclure dans les études les patients qui viennent de le délirium.
on a appris que ça arrive à la grande majorité chez nous avant de mourir. La grande majorité chez nous vont avoir une faillite du cerveau. Avec presque toutes les maladies, ça arrive. Et aussi, un épisode peut être réversible. Mais à la fin, le deuxième, ou le troisième, ou le quatrième épisode va finir avec la mort du patient. Et quand on a fait des études prospectives, on a retrouvé presque la même chose. Et malheureusement, le médecin et l'infirmière n'ont pas vraiment fait le diagnostic du patient. Et ces patients avaient cette intensité de la douleur a devenu délirium, et c'était l'évaluation faite par l'infirmière et la famille du patient pour la désinhibition du patient. Quand le patient s'est réveillé, c'était l'intensité que le patient m'a exprimée. Ça veut dire qu'on a interprété des conduits de patients comme s'ils étaient liés à la douleur. Le problème est qu'on commence à utiliser plus d'opioïdes, plus de tranquillisants, etc. Et ça peut faire des choses encore pires. Cet autre patient nous a été envoyé à MD Anderson par l'oncologue avec l'intensité de la douleur très élevée, tous les symptômes très élevés, mais l'oncologue n'avait pas diagnostiqué que le patient avait délirium et en fait une élévation du calcium. Et le patient est arrivé chez nous, on a baissé le dosage d'opioïdes, donné 2 litres d'eau, un dosage d'isolédronate, et regardez-vous, 2 jours plus tard, l'intensité de la douleur et autres symptômes. Alors, quand on perd la fonction globale, la première étape est la faillite cognitive. Quand j'étais 3 années et j'ai tombé ici, j'ai commencé à crier, à faire une horrible scène, et 5 minutes plus tard, j'ai commencé à aller parler, etc. Et parce que je n'avais pas développé tous ces systèmes inhibitoires. Si je tombe ici aujourd'hui, la douleur va être beaucoup plus profonde parce que je suis plus haut, donc la distance du sol est plus élevée. Mais j'ai tout le système d'inhibition pour me dire, Eduardo, attends, ça va améliorer, ou c'est ridicule si tu commences à crier ou à dire attends d'arriver à la toilette et tu peux crier là-bas, etc. Quand je perds ça, je vais retourner à exprimer les symptômes comme je les exprimais quand j'avais 3 années. Mais la famille ne comprend pas ça. Alors, quand papa ou maman a dit l'interprétation est une souffrance épouvantable, mon père, ma mère jamais exprimerait la souffrance comme ça. Et si je ne fais pas le diagnostic, je ne peux pas aider aux patients, la famille et aussi tous les groupes de staff pour traiter adéquatement ça. Ce n'est pas seulement une question d'expression nociceptive. La même chose arrive avec les émotions. Quand j'ai allé au supermarché avec ma mère, j'étais 13 années, je voulais un lollipop. Et ma mère disait, Eduardo, c'est pas bon pour toi, on va dîner, c'est pas bon pour les dents, etc. Ma réaction était profonde, et de crier, parce que la relation était chez moi et le lollipop. Aucun des autres facteurs avait lieu. Maintenant, quand je vais à Houston, dans la rue, et je vais à une dealership qui a des autos nouveaux, etc., rouge, je suis vraiment tenté d'aller acheter une nouvelle voiture, mais j'ai 3 enfants, un peu idiots les 3, que je dois aider, donc j'ai dit, ma voiture peut rester comme ça 2-3 années. Vegas a appris que s'il vous donne assez d'alcool, qui est un petit délirium, vous allez jouer
tout ce que vous ne pouvez jouer. Donc, il vous donne l'alcool gratuit si vous êtes dans la machine à jouer. Il connaît la pathophysiologie du délirium et des inhibitions très très bien. Donc, quand le patient dit « je veux aller chez moi », et la famille dit « papa, c'est pas possible parce que tu as l'endoveno, on doit faire des décisions. Traducteur, maudite, vous me laissez ici ». Et pour la famille, c'est terrible, la sensation de culpabilité, de ne pas aider, de ne pas faire ce que cette personne que j'aime veut. Mais c'est une question de diagnostic. Si je ne fais pas le diagnostic du délirium, je n'interprète pas en contexte qu'est-ce que mon papa m'a dit. Et les médecins sont terribles pour faire le diagnostic du délirium. Infirmerie, pas meilleur. Donc, on va utiliser des instruments pour mesurer ça. Et la douleur et des autres facteurs ont beaucoup d'influence sur le système limbique. L'opioïde va améliorer, avec le récepteur mu, la nociception chez mon cerveau, bien sûr. Et lentement, on va développer des aminoacides excitatoires qui vont améliorer la conduction nociceptive, mais lentement. Mais aussi très vite, ils vont améliorer la souffrance de moi. Ce que j'ai dit à mon résident, mon fellow, après la nouvelle année, dans janvier, il est froid, il doit faire un call pour beaucoup de mois, ils sont fatigués, ils sont un peu dysphoriques. Je dis, c'est le moment quand vous devez commencer à prendre l'Oxycontin ou Percocet. Heureusement, ils ne suivent pas mon recommandation. Mais il est important pour nous de reconnaître que nous avons tout un système limbique et que l'opioïde améliore la souffrance de tout. Même ceux qui sont calgariens ou montréalais dépend du résultat d'hier soir. Quelqu'un chez eux prenait le Percocet ou l'alcool, qui est un peu la même chose, pour améliorer la souffrance. C'est chez nous qui ont une quantité importante de récepteurs mu dans la région limbique, nous sommes dans un risque élevé d'utiliser l'analgésique pour améliorer pas la nociception, pas la douleur, pour améliorer la souffrance. Donc, du 20% des patients ont un risque élevé d'utiliser le médicament pour améliorer la souffrance. C'est beaucoup plus haut dans ces maladies où l'alcool a un rôle important comme tête et cou, et plus bas dans des autres types de cancers. Le tabagisme aide. Quand vous regardez la fréquence de case positivité chez ceux qui n'ont pas jamais fumé, auparavant fumé ou maintenant fumé, ça vous aide beaucoup. Et ça aide pas seulement à case, mais aussi à la consommation de drogue. Donc ça pourrait vous aider à faire le diagnostic quand vous n'avez pas accès au cage, etc. Donc, quand le patient a de la douleur liée au cancer, on a besoin d'opioïdes. On doit faire le screening universel. Ceux qui sont en risque doivent encore recevoir l'opioïde. On ne peut pas dire « Ah, vous savez une histoire, je ne vous donne opioïde pour traiter votre cancer ». C'est ridicule. Mais on doit suivre ces patients beaucoup plus fréquemment et donner des dosages pas tellement élevés et pas pour telle quantité du temps. Et quand le risque n'est pas présent, on peut suivre le patient à niveau régulier. Mais quand le patient nous montre des conduites qui sont non médicales, dans ce groupe ou dans ce groupe, les choses changent. Et on doit se souvenir que l'alcool nous fait sentir bien, mais ce n'est pas question d'alcool.
c'est que l'opioïde réduise la souffrance. Donc, c'est très important d'utiliser le tabagisme, d'utiliser l'alcool pour nous aider à comprendre un peu plus le risque que ce patient veut utiliser l'opioïde ou la benzodiazépine d'une manière diverse. Documenter, c'est très important. C'est une étude chez les paléontologues que nous avons fait et nous avons retrouvé que 18% des patients étaient diagnostiqués, mais seulement 4% étaient documentés. Un peu parce que les paléontologues ont peur que les patients pourraient être préjugés, etc., pour avoir ces diagnostics. Mais il est très important de partager ces diagnostics parce que ça nous donne le droit d'aider le patient, aider à améliorer la souffrance d'une maladie chimique. Alors, il y a des facteurs plus jeunes, meilleur performance status, plus expression douloureuse. Vous connaissez bien, je pense que c'est en français, c'est dans toutes les langues, c'est questionnaire très simple. Et vous devrez l'utiliser, comme je dirais, parce que les médecins ne diagnosent pas l'augmentation de dosage bien. Donc, il y a une quantité des autres éléments qui vont pouvoir utiliser. Le SOAP est un peu plus long, mais avec cette vraiment problème énorme que nous avons avec la toxicité des opioïdes, il est très important d'être universel dans la documentation. L'expression d'un patient qui veut exprimer l'intensité des symptômes pour recevoir des opioïdes, et vous ne pouvez vraiment être convaincu qu'un patient avec cancer du pancréas a 0 dans tout et 8 ici. C'est un message qui me donne le patient. Je veux l'opioïde. Une autre expression est tout est 10, tout est 10, tout est 9. Cette intensité est une autre possibilité et le risque élevé d'avoir ce type de problème. Ce sont les conduits de utilisation non médicale des opioïdes qui vous permet de soupçonner que vous avez un problème clinique avec l'utilisation d'opioïdes. Et quand ça arrive, je vous ai dit qu'on doit gestionner les opioïdes un peu divers. Le dépistage urinaire nous a vraiment étonnés. Chez les patients de cancer, quand on faisait targeted, on retrouvait 6% des patients subis le test, très bas. Mais chez ces patients, 54% des patients pour cancer avaient des résultats anormaux. Quand on a fait la même étude avec des patients qui ont douleur temporaire, douleur qui devrait disparaître après la radiothérapie, on a retrouvé que chez ces patients, 63% reçoivent des opioïdes plus de 3 mois après avoir fini le traitement et 33% plus de 6 mois après avoir fini le traitement. Ça veut dire sans aucune pathophysiologie pour exprimer, pour expliquer la douleur, c'est encore cette expression. À la fin, la somatisation et la douleur totale, le patient qui exprime 10 sur 10, le All Black Graph qui nous aide à faire ce diagnostic, et il y a facteurs associés, et surtout, si j'exprimais ma souffrance avec Chronic Fatigue Syndrome, douleur de tête, Irritable Bowel Syndrome, toutes ces souffrances somatiques fonctionnelles, et je deviens cancéreux, je veux exprimer la souffrance avec des symptômes physiques aussi. Donc c'est un facteur de risque. Parce que je ne peux pas passer toute votre vie ici. Il y a un but personnalisé du patient. Les patients sont meilleurs avec nous de ce que nous soupçonnons. L'intensité qu'ils préfèrent est 3. Pas 0, pas 1, pas 2. 3, ça serait très bon pour eux. Quand nous avons redemandé la même demande, la variation était 0. Tout
encore nous disait qu'il préfère une intensité de 3, c'est bon pour eux comme respect. Pour moi, c'était bien étonnant. J'ai pensé qu'il passait me dirait non, je ne veux pas aucune douleur, je veux 0. Non, il connaît bien le coût des 0 douleurs. Il préfère 3 parce que ça lui permet de fonctionner un peu meilleur. Ce patient avait une différence importante, mais ce patient n'avait pas une différence importante. Ça veut dire que le patient numéro 2, était très bien avec un 6. Je veux vous laisser avec un problème important. Le symptôme peut être sévère et persistant, mais il y a des raisons du système. Aussi, je vous ai décrit des raisons du patient et aussi raison du traitement. Peut-être que les symptômes sont persistants parce que je n'ai pas fait les choses que je devais faire. Donc, les 3 facteurs qui contribuent à symptômes sévères, faites, s'il vous plaît, une consultation avec soins palliatifs. Si la souffrance persiste, vous avez un symptôme réfractaire. Et là est où vous devrez considérer la sédation ou divers traitements. Mais il est très important d'avoir considération de ces 3 facteurs. Chez moi, ce n'est pas la même chose que dans l'hôpital. Qu'est-ce qui arrive quand chez moi, ça? Quand il n'y a aucune famille et quand la famille est souffrante. Donc, qui veut que tu rentres ce choix? Le système d'assurance maladie, bien sûr, l'hôpital, les sociétés pharmaceutiques, parce qu'ils ne font pas gagner tellement. Décéder chez moi est une priorité. Quand nous avons demandé à 200 patients, quelle priorité était? Priorité numéro 28 sur 35. Alors, il dit, mourir chez moi? Oui, mourir chez moi, c'est bien. Priorité numéro 28 sur 35. Quand vous demandez un contexte, qu'est-ce qui doit arriver pour moi de mourir chez moi? Les choses changent. C'est pas que c'est la priorité numéro 1. C'est mourir sans souffrance, sans être un pesant pour ma famille, avec une réconciliation et une quantité de choses qui sont très très importantes pour eux. On a à avoir une harmonie, c'est l'unité tertiaire, sens aigu, unité de longue durée. Et bien sûr, le détresse doit gérer le niveau de support que j'ai. Le niveau de support qui permet d'aller chez moi ou à l'unité régionale de soins sont 2 choses. C'est la famille et l'argent. En fait, c'est une question d'argent parce que, comme notre président américain nous démontre, l'argent vous permet d'acheter la famille. Donc, à la fin, c'est question d'argent. Mais il est très important d'établir quel est le niveau de support pour être confortable chez moi. Les structures ne sont pas les mêmes, sont frustrantes pour tous nos administrateurs, parce que les structures très beaux qu'on voit sont toutes structures de type biomédical. C'est une unité de soins palliatifs, nous avons dit, nous ne vont pas jamais avoir un patient attendant. Et l'hôpital nous a dit, mais vous avez besoin d'une salle d'attente. Même si vous n'avez assez de numéros de salles pour voir le patient, vous avez besoin d'une salle d'attente. Donc, l'unité était complètement complète de patients et vous pouvez vide ces chats. Les signes où les patients peuvent le voir quand ils sont dans les fauteuils roulants, quand ils sont vous voyez l'arc ou l'arc apparaître, recevoir le patient bien, avec l'équipe pour voir le patient, avec des salles que j'appelle salles de fluoroscopie. Parce que si je parle, l'appelle salle pour la famille, il dit on va utiliser d'espace pour ERA. Nous sommes ici à MD Anderson pour guérir le cancer, donc je l'appelle la salle de fluoroscopie. Avoir un lit et pas c'est ridicule pour examiner le patient, un lit complet avec où s'asseoir. La souffrance nous fait percevoir une quantité de choses que nous ne percevons pas
quand nous ne sommes pas souffrants. Nous avons établi toutes ces choses, mais on a dû faire la recherche sur chacune des interventions pour nous permettre de maintenir ça. Parce que c'est une lutte énorme de maintenir cette structure dans le système médical. Quand le patient nous arrive plus tôt, les choses changent plus que quand le patient nous arrive à un niveau déjà tard. L'utilisation des services a augmenté beaucoup dans notre hôpital et je voudrais vous dire que c'est une chose qui pour nous a été étonnante, a déjà été publiquée cette année. Il y a 5 années, on a demandé aux patients ambulatoires de supportive care. Est-ce que vous êtes arrivé en temps? Et 80% de chez le patient disaient non, trop tard. Maintenant, il dit 72% autant. Ils sont très contents avec le traitement. Les outcomes sont bien connus. Je dois vous dire qu'il est très très important de faire la recherche, étudier, documenter et apprendre comment vraiment aider la souffrance. Mais il est très important aussi de reconnaître que la fin de notre vie va être toujours un moment terrible pour nous et nos familles. Donc, il est ridicule d'attendre faire la mort dans un pique-nique. J'attends pour les dernières 35 années que quelqu'un va arriver à Edmonton ou à Houston, à l'hôpital, à dire « je veux voir Brera ». Non, ça n'arrive pas jamais. Et il est important pour nous de nous poser ces pressions pour prévenir le burn-out. Il y a quelques années, en oncologue, nous avons un cancer d'un MD Anderson qui sont les patients VIP. Et une femme VIP était dans le service d'oncologie et l'oncologue est arrivé à mon bureau, m'a dit « Brera, 7 patients à cancer de poumon, cancer de sein, n'a pas, et c'était dans l'hôpital pendant 4 jours, et ces patients n'est pas joyeux et souffrant. Pourquoi est-ce que votre équipe ne fait les choses un peu meilleures? J'ai remanié essayé, un peu de fume dans les oreilles. Après, j'ai allé à son bureau et j'ai dit, écoute, ces patients que vous me mentionnez n'étaient pas souffrants si vous avez réussi à guérir le cancer. Mais vous avez failli horriblement à guérir le cancer. Terrible faillite de votre première ligne, seconde ligne, chirurgie, radiothérapie, tout est allé horrible. Mais la différence chez vous et moi est que je connais et accepte que vous avez fait tout ce que vous pouvez faire. Alors, ce que je vous demande est le même respect pour la manque de connaissances que j'ai pour allévier, pour améliorer la souffrance de ces patients. Et ça est une chose importante pour toute la jeunesse qui va travailler à soins palliatifs, de ne se poser pas de pression pour arriver à des résultats qui maintenant ne sont pas possibles. Mais je vous recommande d'utiliser toute la pression pour faire la vie difficile pour les doyens, pour les recteurs, pour les professeurs et le dire. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas le même département indépendant de la souffrance humaine, et soins palliatifs, soins de support, comme nous avons des départements de gastroentérologie, orthopédie, médecine interne, cardiologie, oncologie. Quand vous réussissez à avoir ce type de structure, vous allez changer les processus et après ça, changer les résultats. Merci beaucoup.